Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Avez-vous répondu à la question de l'épisode précédent? Quelle est la peine encourue pour atteinte à une espèce protégée? La réponse se trouve dans l'article L415 du Code de l'environnement. C'est 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Cette peine a progressé, puisque jusqu'en 2013, l'amende s'élevait à seulement 15 000 € d'amende, en plus d'un an d'emprisonnement. Récemment, on a entendu parler avec l'affaire des 2 chasseurs qui encourent jusqu'à 7 000 € d'amende et 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour la mort de Morzine, une picargue à queue blanche réintroduite en Isère. Pour la raison de ces gestes, les chasseurs évoquent simplement la beauté du tir. Le verdict sera rendu le 17 juillet, alors on vous tiendra au courant du fin mot de l'histoire. Triskel, bonjour, je vous écoute. Bonjour, vous êtes bien une association de protection de la faune sauvage? Parce que j'aurais besoin de quelques conseils. Expliquez-moi, je vais vous aider. Il y a une petite chauve-souris à terre juste devant ma fenêtre. Elle bouge un peu, mais ça ne doit pas être bien normal qu'elle soit dehors alors qu'il fait jour. C'est ça, les chauves-souris sont actives et chassent après la tombée de la nuit. Vous dites que c'est une petite chauve-souris, mais est-ce une juvénile? Si elle est toute rose, sans poils sur le dos, c'est le cas. Je vais essayer de me rapprocher pour voir. Mais j'ai un peu peur, vous savez, avec tout ce qu'on dit, ce sont des nids à bactéries, virus et tout. Ah oui, c'est bien un bébé. Elle n'a pas de poils sur le corps. Il n'y a pas plus de risque de transmission de maladie qu'avec n'importe quel autre animal sauvage. En Europe en tout cas. Certaines espèces peuvent être porteuses d'un virus de la rage, mais si vous ne la touchez pas ou avec des gants, vous ne craignez rien. Leur réputation leur mène la vie dure. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des espèces protégées. Il vaut mieux que ce petit retourne dans sa colonie. Je vais vous indiquer la démarche à suivre. D'abord, savez-vous où se trouve sa colonie? Je crois savoir, oui. Il y en a qui tournent autour de la façade la nuit. Donc elles doivent s'être établies sous le toit ou dans les combles. Il y a des défauts dans les joints de notre vieille maison. Elles ont dû rentrer par la jonction entre le toit et le mur. Commencez par mettre la chauve-souris en sécurité. Vous pouvez prendre un carton type boîte à chaussures et mettre un tissu au fond avec une source de chaleur comme une bouillotte ou une bouteille remplie d'eau chaude. Vous y placez l'animal et le laissez au calme jusqu'au crépuscule. Et je lui donne quoi à manger? Vous pouvez lui donner un peu d'eau tiède mélangée avec du miel. L'idéal est de lui faire boire ça au pinceau. Ça permet à la chauve-souris de suçoter les poils du pinceau à son rythme. Comme ça, elle ne fait pas de fausse route. Le risque avec la seringue est qu'elle soit forcée d'avaler trop vite ou trop d'un coup. Ça permet aussi d'éviter de lui en mettre plein les narines en appuyant trop fort sur le piston et donc qu'elle aspire aussi par le nez. Prenez le pinceau le plus petit que vous trouvez. D'accord, ça marche. Ensuite, il vous faudra une chaussette, un verre et un grand plat avec des bords lisses et hauts. Enfilez la chaussette sur le verre puis bourrez le haut à l'intérieur du verre. Placez le verre au milieu du plat et au crépuscule, vous pourrez placer la petite chauve-souris sur le verre et sa mère devrait venir la chercher. Je peux mettre le plat sur le rebord de la fenêtre du 2e étage, juste en dessous de l'entrée de la colonie? Oui, c'est très bien. Il faut un endroit en hauteur, à l'abri des prédateurs comme les chats, le plus près de la colonie possible. Je vais préparer tout ça pour ce soir. Mais à votre avis, à quoi est dû son état? Il est encore trop tôt pour que ce soit un petit qui commence son émancipation. Au contraire, au tout début, ils s'accrochent à leur mère quand elles partent chasser, donc il a pu glisser. Il pourrait aussi être arrivé quelque chose à sa mère et dans ce cas-là, personne ne viendra le chercher. C'est pourquoi il faudrait que vous vérifiez environ 2 heures après avoir mis le petit dehors s'il est toujours sur sa chaussette. Si c'est le cas, rentrez-le à l'intérieur dans le carton pour le réchauffer et appelez un centre de soins dès le matin. D'accord, j'espère que ça va marcher alors. Et merci pour vos conseils. Au revoir. Au revoir. Vous parliez de quoi? Des chiroptères, enfin des chauves-souris. C'est un peu compliqué comme mot, mais si on prend son étymologie, on comprend mieux. En grec ancien, chiro, ça signifie la main, et ptéron, l'aile. C'est donc un mammifère dont la main a évolué pour lui permettre de voler. C'est grâce à une fine membrane qui relie ses doigts, le patagium. Celle qui virevolte en dessous des lampadaires, tu sais de quelle espèce il s'agit? C'est principalement des pipistrelles communes qui ont ce vol saccadé et qui chassent sous les lampadaires. Certaines sont beaucoup plus lucifuges, ça veut dire qu'elles fuient toute source de lumière. Les pipistrelles alors, maintenant je saurai. Je sais pas s'il y en a beaucoup des espèces en Bretagne. Pour moi c'est difficile de faire la différence. Il y a 22 espèces en Bretagne, il me semble, et plus de 1200 dans le monde. Il y a de quoi les confondre. Incroyable, mais j'ai entendu dire que dans certains pays ce sont de vrais vampires.
elle suce le sang. La légende de Dracula ne vient pas de nulle part. Ses dents pointues, sa sensibilité à la lumière et tout. T'as pas complètement tort. Il existe 3 espèces de chauves-souris hématophages. Mais il y a peu de chances de les rencontrer par ici, elles ne vivent qu'en Amérique du Sud. En plus, elles s'en prennent principalement au bétail, et elles leur prélèvent l'équivalent d'une cuillère de sang par nuit. Donc rien à voir avec les vampires des séries télé. En parlant de ça, il n'y a pas que des chauves-souris effrayantes dans les films, il y a aussi Batman. Quoique lui aussi, il est plutôt effrayant en un sens. En réalité, les animaux nocturnes sont assez souvent associés au diabolique, ou du moins on leur donne une image mystérieuse, ce qui peut les desservir. Injustement. N'empêche, l'autre jour, une chauve-souris est rentrée dans ma chambre, j'ai pas fait la fière. J'avais peur qu'elle se prenne dans mes cheveux. C'est vrai qu'on dit souvent ça, mais c'est un mythe complet, n'est-ce pas? C'est que grâce à leur système d'écolocation, leur vol est hyper précis. Donc si jamais elle vous frôle, pas de panique, c'est sûrement qu'il y a un insecte à chasser. Et si une chauve-souris est prisonnière dans ta maison, suffit d'ouvrir grand la fenêtre, éteindre la lumière, sortir de la pièce et fermer la porte. Après quelques minutes, elle devrait avoir trouvé la sortie toute seule. C'est quoi en fait l'écolocation? Elles émettent des ultrasons et les ondes se réfléchissent sur les objets qui les entourent. C'est comme ça qu'elles analysent leur environnement. J'entends parfois des petits cris, parce que j'en ai dans ma cave, mais elles sont assez discrètes. En revanche, j'ai peur qu'elles y fassent des dégâts. Aucun risque. C'est pas des rongeurs, donc les câbles ne craignent rien. Et elles ne pullulent pas. Elles ont seulement un petit par an. Et elles ne font pas de nid comme les oiseaux, elles ne s'attaquent pas à la laine de verre non plus. Non, la seule trace qui restera après leur passage est le guano. Leur petite crotte. En parlant de ça, je me méfierais à ta place. Il paraît que le guano peut transporter des maladies. Après tout, elles sont bien soupçonnées d'être à l'origine du Covid. Pourtant, moi j'ai entendu dire que c'était un très bon engrais. Je compte le mettre dans mon potager en automne. Bonne idée. Leur guano n'est pas dangereux, en France et en Europe en tout cas. Il y a peu de risques. Mais comme tout animal sauvage, il vaut mieux ne pas les toucher, ou en dernier recours avec des gants. C'est rassurant, mais je ne pense pas que je serais ravie d'en accueillir quand même. De toute façon, si elles s'installent, tu n'as plus le choix de leur faire une petite place, puisque ce sont des espèces protégées et menacées. Ouais, plusieurs menaces pèsent sur ces petits mammifères. Je pense aux pesticides notamment. C'est vrai, comme elles sont insectivores, elles ont de plus en plus de mal à se nourrir, j'imagine. C'est d'ailleurs assez paradoxal, puisqu'elles pourraient jouer un rôle d'insecticide naturel. Je sais qu'elles mangent un tiers de leur poids par nuit, soit environ 3000 moustiques, ce qui est non négligeable. Si elles nous débarrassent des moustiques, les vrais suceurs de sang, ça change tout. J'en veux bien sur ma terrasse. Une autre menace importante, c'est la perte de leur habitat. On fait des efforts sur l'isolation des bâtiments quand on les construit et qu'on les rénove, et c'est une bonne chose pour diminuer notre consommation d'énergie. Le problème, c'est qu'en comblant les petites ouvertures, on prive les chauves-souris de leur gîte. Bien sûr, il y a aussi les chauves-souris qui élisent domicile dans les arbres, qui sont victimes de la déforestation et des abattages. C'est paradoxal, on se rend bien compte que la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité ne vont pas toujours de pair. Il y a quand même quelques alternatives, ne sois pas trop pessimiste. Par exemple, à Bourges, une initiative a permis de créer 10 gîtes nichoirs dans la ville. Et à l'IUT, un gîte a carrément été incorporé à l'isolation. Si avec ça encore, mais il y a aussi le problème des éoliennes. Le nombre de chauves-souris qui sont victimes des pales et ne s'en sortent pas est impressionnant. Malgré leur agilité, il faut être conscient que le bout des pales va à une vitesse d'environ 300 km/h. C'est insupportable pour leur organisme. Je crois qu'il existe des pistes pour limiter ce phénomène. Les éoliennes peuvent être bridées à une certaine vitesse, ou on pourrait les arrêter les nuits de faible vent, ce qui n'impacterait pas vraiment les rendements. Et pour les particuliers, pourquoi ne pas s'orienter vers des éoliennes éco-compatibles? Elles protègent les animaux des collisions avec les pales. Ouais, mais enfin, il est parfois dur de le faire appliquer et le débat autour des éoliennes reste enflammé. Quand même, parfois climat et biodiversité s'accordent. Regarde avec la pollution lumineuse. Pour les chauves-souris très sensibles à la lumière, une route éclairée peut les séparer de leur terrain de chasse et donc les pousser à faire un détour chaque nuit. Ça leur fait perdre de l'énergie et du temps. Oui, et comme il y a de plus en plus de villes qui éteignent les lampadaires après une certaine heure, c'est plutôt encourageant. Mais bon, c'est pas suffisant. Elles ont la vie dure, les pauvres. Alors comment peut-on les aider? Commence par leur laisser accès à ta cave ou ton grenier. En prime, tu pourras faire partie de l'opération Refuge pour les chauves-souris du groupe Mammalogique Breton et recevoir une petite plaquette avec un autocollant. Je suis presque convaincue, mais je n'ai ni cave ni grenier. Comment je peux faire? Il existe des nichoirs spécifiques? Oui, complètement. Il y a plusieurs sites internet avec des plans et des explications. Mais les nichoirs ne remplacent pas les gîtes, puisqu'ils ne protègent pas du gel en hiver, par exemple. Ah oui, d'accord. Et alors qu'est-ce que je peux faire pour celles qui sont de passage dans mon jardin mais ne s'installent pas chez moi?
Tu peux mettre un chapeau ou un grillage à petite maille en haut de ta cheminée par exemple, pour éviter qu'elle s'y piège. Laisser un morceau de liège flotter dans ta piscine, si t'en as une, ou n'importe quel bassin ou bac avec de l'eau, pour éviter la noyade. Chez moi, j'ai aussi entouré le papier tue-mouche de filet pour pas qu'elles se retrouvent collées dedans. Sinon, c'est la cata pour leurs ailes. Eh, mais on dirait bien que c'est l'heure de rattaquer. Ça aurait été une pause instructive en tout cas. Au travail maintenant. Donc moi c'est Aline Moulin, je fais partie de l'association phonétique que je viens de créer. C'est une association basée principalement sur la cohabitation entre l'humain et la faune sauvage. Donc les chauves-souris ont leur part belle là-dessus. Je suis bénévole pour diverses associations depuis une dizaine d'années sur ce sujet de cohabitation. Donc si jamais un jour vous trouvez une chauve-souris en détresse, si c'est un bébé, alors le bébé ça va être vraiment du mois de juin jusqu'à fin juillet. Surtout le mettre avec de la chaleur. Il faut absolument une bouillotte. Les bébés chauves-souris ne sont pas du tout autonomes au niveau thermique. Là, à partir du moment où vous l'avez mis en sécurité, n'hésitez pas à contacter une association pour avoir les conseils, notamment pour essayer que la mère vienne le rechercher plus tard, en début de soirée. Ne confondez pas les adultes avec les bébés, parce que souvent les personnes pensent qu'une pipistrelle est un bébé parce que c'est tout petit. Mais non, ce n'est pas forcément le cas. Les soucis des chauves-souris sont principalement dus aussi à la méconnaissance qu'en ont les gens. Donc je vous rassure, les chauves-souris ne boivent pas le sang des humains, ils ne vont pas vous sauter à la carotide. De même, elles ne vont pas s'accrocher dans les cheveux. Une pipistrelle, la petite chauve-souris que vous voyez le plus souvent voler au-dessus de vos jardins ou autour des lampadaires, avec son système d'écolocation, elle localise un cheveu à plus de 20 mètres. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il faut vraiment déconstruire ce mythe autour de la chauve-souris. De même, elle n'est pas plus porteuse de maladies que n'importe quel autre animal sauvage. Donc si vous êtes amené à manipuler une chauve-souris, c'est comme pour tout autre animal. Vous les prenez avec des gants ou avec un tissu. Vous évitez tout contact, en sachant que vous aussi, vous êtes potentiellement porteur de maladies pour la chauve-souris. Si vous avez des chauves-souris chez vous, c'est super, c'est top, c'est indicateur d'un bon environnement autour de chez vous. Si vous avez des travaux à faire et que vous avez des chauves-souris, un petit calendrier à respecter. Et ça, pareil, les associations telles que Phonétique pour moi, ou Triskel, ou Groupe Mammalogie Breton, ou Bretagne Vivante, on reste là pour vous conseiller. Vive les chauves-souris! Et maintenant, on passe à la question du jour. De quelle taille est la pipistrelle commune? À ton avis, elle fait la taille d'un livre-poche? Ou bien la taille d'un smartphone? Ou peut-être est-elle plus petite qu'un pouce? On te laisse nous dire ce que t'en penses dans les commentaires. Comme de nombreuses espèces, les chauves-souris font partie des espèces protégées en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et est-ce que ce statut est efficace? Comme dans toute cohabitation, il est important que certaines règles soient bien claires pour le bien-être de chacun. Pourtant, en matière de cohabitation avec la faune sauvage, il y a quelques lacunes dans le droit. On t'explique tout ça dans l'épisode précédent. Un blaireau vaut moins qu'un chat, dans la loi en tout cas. La vidéo t'a plu? Laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.